Sauf qu'il peut Madrid est un livre qui parle un peu de mon passé espagnol, de mes premiers 25 années, avant de venir en France. Donc peut-être je peux dire ce qu'il y a dedans pour que vous compreniez. Donc dans Sauf qu'il peut Madrid, il y a un narrateur, il y a un grand appartement familial, il y a un quartier, Moncloa, à l'ouest de la ville, il y a Madrid, ville absurde perdue au milieu de nulle part, Madrid qui est une ville sans fleuve, qui est une ville sans port, à presque 700 mètres d'altitude. Il y a un paysage nu, à l'allure de terrain vague, il y a des tours en briques qui poussent comme des champignons, qui laissent la misère à vue, des décharges, des bidonvilles, des chiens errants. Il y a ces routes sinueuses qui montent et qui descendent et qui traversent des villages perdus dans le temps, dans la steppe castillane, des villages moyenâgeux, misérables, des villages abandonnés. C'est l'exode rural dans les années 60, à la fin des années 60. Dans ce livre, il y a aussi un vieux lycée, un lycée français, le lycée français de Madrid, avec des professeurs qui souvent étaient des collabos pendant l'occupation et qui se sont dilués dans l'Espagne franquiste. C'est des profs sadiques, c'est l'enseignement à l'ancienne, c'est des profs sans pitié. Donc il y a des oreilles d'âne, il y a des ronds-points, il y a des images avec un oiseau, ou un château fort, ou une rivière. Les images à cette époque avaient une grande valeur. Les enfants les collectionnaient, moi-même je les collectionnais, on les échangeait, on les regardait méticuleusement. Et bien sûr dans ce livre il y a une mère et ses 5 enfants. Il y a aussi une vieille tante de cette mère, une femme rousse, déséquilibrée, une vieille tante traumatisée par ses origines et sa bâtardise. Il délire devant les enfants qui ne comprennent pas très bien ce qu'elle raconte. Elle raconte des histoires de son village andalou, son village près de Cadix, un village qui est un port, qui était la porte de l'Amérique. En fait, le village s'appelle Puerto Real. En 1882, justement, Chateaubriand, qui était ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII, avec les 100 000 fils de Saint-Louis et la Sainte-Alliance, ils ont pris le fort de Trocadéro, qui est la forteresse qui est juste à côté de Puerto Real, qui est la place défensive de Cadix. Et ils sont venus, il a traversé l'Espagne, il est venu avec ces soldats français qui ont profité de la nuit et de la marée basse pour traverser avec les armes à la main, entre les eaux, et attaquer à la baïonnette en rampant sur les murs de la forteresse et en tuant les soldats espagnols. Dans Sauf qu'il peut Madrid, il y a aussi un village dans les montagnes au nord de Madrid, Navacerrada. Dans ce village, il y a un forgeron républicain, il y a une laitière qui montre ses fesses déchiquetées par les mâchoires d'un chien devenu fou. Plus haut dans les montagnes, sous la masse bleue de la Maliciosa, il y a un hôpital pour tuberculeux construit au XIXe siècle. Un hôpital abandonné pendant la guerre civile et que Franco réhabilita en camp de prisonniers. Puis après quelques années de cauchemar, il tomba en ruine. Et le narrateur, il part en excursion jusqu'à cet hôpital. Bien sûr, il y a aussi un père médecin qui travaille avec des rats de laboratoire et avec des chiens auxquels on a coupé les cordes vocales pour ne pas nuire le voisinage. Dans ce laboratoire, il y a un gorille emprisonné dans la cave la plus profonde, une cave humide. Et c'est un gorille qui est amoureux d'une des laborantines, une femme très douce, une femme certainement vierge,
une femme sans maquillage, aux cheveux courts, mais d'une douceur virginale. Et cet gorille est amoureux de cette femme. Il y a aussi dans le laboratoire un autre médecin, complètement alcoolisé, qui se balade avec un nez gros comme une fraise. Il y a un homme, l'assistant du père, un homme détruit car son fils a détourné un avion de ligne avec un pistolet en plastique. C'était un des premiers détournements à cette époque. Il n'y avait pas tous les barrages que nous trouvons de nos jours. Dans le bureau du père, il y a des photos de monticules de cadavres de rats qui viennent d'être exterminés par le laboratoire et qui se situent dans des terrains vagues, dans des banlieues en mutation. Il y a aussi un parc, il y a le parc de l'Ouest, c'est là que vont jouer les enfants de cette famille. Dans ce parc, il y a une ouailleuse, il y a un magistrat à la retraite, un magistrat qui suce des bonbons à l'eucalyptus et que dans sa bouche donne une haleine acide. Il y a aussi une source miraculeuse et les villageois des alentours de Madrid font la queue et viennent en pèlerinage remplir des jerrycans et tous les récipients possibles pour les ramener dans leur village où, comme un vieux du livre dit, l'eau est plus rare que le vin. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi un curé, il y a un curé en forme de cloche, un curé qui montre son anneau, un curé qui prend Dieu entre ses doigts, puisqu'il le définit comme ça. Dieu est un anneau, sans début ni fin. Ce curé a des courants intestinaux qui éclairent des grottes et font bondir les antilopes en liberté dans les savanes. Bien sûr, dans ce livre qui parle d'Espagne, il y a de l'huile d'olive par la veine, carrément. De l'huile d'olive et du champagne catalan. Très souvent, on boit du champagne catalan dans ce livre. On le boit sur scène à l'opéra, on le boit dans les sous-sols d'un hôpital pour enfants, on le boit devant une collection de siamois dans le formol, qui sont alignés dans des bocaux et dans des bocaux. Il y a un juge franquiste, un juge tout roux, à moitié chauve, qui boit du vin blanc à l'heure de la sieste. Et ce juge n'a qu'une hantise, c'est écraser un enfant avec sa Seat 1500. Sauf qu'il peut Madrid, il y a aussi une Française, une petite Française, une bombe sexuelle, une jolie fille qui s'émerveille devant les ballets espagnols, des ballets qu'on utilise en Espagne à cette époque, et encore, qui se sont répandus dans le monde entier. C'est des grandes révolutions de l'Espagne, pour nettoyer les sols. On peut fumer en nettoyant les sols, on peut fumer et parler, et aussi chanter. On nettoie puis on chante, puis on s'arrête de chanter, et on nettoie à nouveau, puis on rechante. On marque le tempo par des silences chronométrés. Il y a un abbé républicain, un abbé qui se goinfre avec les autres moines dans le monastère où mourut Charles Quint, car il se retira du monde pour céder sa place à Philippe II. Et des abbés, il y en a plusieurs dans ce livre. Il y en a qui draguent des aveugles. C'est très beau de voir un aveugle et un curé s'embrasser au coin d'une rue sombre, rue de Chueca, le quartier qui aujourd'hui est devenu un peu le quartier gay de Madrid, un peu l'équivalent au Marais, on va dire, mais qui dans le temps était plus sinistre. Il y avait des clubs gays, mais il y avait beaucoup de drogue, des curés, des aveugles, tout ça dans les rues mal éclairées de la capitale. Et s'il y a Charles Quint, il y a aussi des rois wisigoths. Il y a 33 rois wisigoths
que je ne vais pas me rappeler, Ataulfo, Jericho, Valia, Teodorico, Teodoredo, Segismundo, Tejasilmundo, etc. jusqu'à 33, que tout enfant espagnol devait apprendre par cœur, car c'était l'enseignement espagnol était comme ça, c'était une suite acritique de dates et de données, de noms de rois, de fleuves, d'accidents géographiques, etc. Donc il y a un empereur, il y a les rois visigoths et il y a un dictateur, Franco, qui est là tout le temps, qui est là en arrière-fond, on sent sa main invisible. Et à un moment, il y a sa mort. Sa mort et son agonie, qui va durer 50 jours et 50 nuits, ou 51 nuits. Et toute l'Espagne va être suspendue à la radio, à la télévision, au dernier truc médical, au dernier communiqué médical, jusqu'à qu'enfin il finit par mourir. Et là, c'est le grand mystère, que va-t-il se passer? Ça va être la guerre civile à nouveau, il va y avoir un nouveau général qui va prendre sa place. En fait, il ne se passe rien. Il y a son héritier, l'héritier de Franco, c'est Juan Carlos, de Bourbon et Bourbon, parce qu'il est de la famille royale française, qui prend le pouvoir. Il n'est pas très intelligent, mais il réussit à faire la transition. Il y a les partis politiques qui deviennent légales. Il y a le Parti communiste qui revient. On chope Santiago Carrillo, le secrétaire général du Parti communiste espagnol, à l'aéroport, déguisé en femme avec une perruque. Il fait la une de tous les journaux. C'était assez drôle. Et il y avait quand même des réactions des Espagnols, des Espagnols franquistes qui voyaient la décadence arriver, et qui disaient souvent les Espagnols ont besoin d'être tenus en laisse, mais en laisse courte. Donc Franco meurt quand le narrateur a 13 ans, et quand il a 18 ans, c'est le père qui disparaît après 5 ans de déliquescence morale et physique, puisqu'il est une ancienne blessure mal guérie d'après la guerre. Il lui a conduit à avoir un emphysème, il doit rester souvent au lit, il doit arrêter de travailler. Donc pendant 5 ans, le narrateur voit son père un peu dépérir chez lui. Oui, dans Sauf qui peut Madrid, il y a aussi l'Afrique, les dernières colonies espagnoles au Maroc. Il y a Ceuta, c'est une place forte avec 70 000 militaires pour une population de 100 000 habitants. Et à Ceuta, il y a des nuisibles. D'ailleurs, ce livre, il a failli, il aurait pu, s'appelait Nuisibles. Il y a des cafards par millions, il y a des rats par centaines, il y a des personnages pernicieux, il y a l'exterminateur, qui est le père, et il y a le fils de l'exterminateur, qui devient exterminateur, plutôt apprenti exterminateur. Il enferme un rat dans un bocal qu'il met au centre des cuisines, puisqu'il est devenu caporal chef de cuisine, et la bête finit par se suicider, car il ne le nourrit qu'avec des matières molles, et les incisives du rongeur continuent à pousser, et l'animal finit par se transpercer l'abdomen. On trouve aussi un clone d'Antonin Artaud. C'était un Argentin metteur en scène, complètement fou, qui s'autoproclamait le double d'Antonin Artaud. Il était devenu gardien dans une casse de voitures sur la route de l'Andalousie, qui était, puisque ça a beaucoup changé, qui était certainement la plus pauvre et délabrée, avec des bidonvilles. Et la casse où il travaille, elle est construite comme le fort Apache, il l'appelle le fort Apache, car il y a des murailles construites avec des entassements de voitures, de pneus, etc.
Et tout autour, il y a un campement de gitans, et c'est un peu comme la réserve indienne, qui vivent dans des caissons préfabriqués. Donc à un moment, la police arrive et tout le monde se met à tirer des coups de feu, puis ça finit au commissariat avec une grande gueule de bois. Il y a donc des bidonvilles, mais il y a aussi des espaces périurbains, des lieux de drague pour homosexuels. Il y a l'obélisque de Madrid, qui est un monument inconnu pour tous, dédié aux morts, et qui se trouve dans un renfoncement du Paseo del Prado, près du musée du Prado et de l'hôtel Ritz, un lieu très chic. Cet obélisque en granit, la nuit, il y a tous les hommes qui viennent à la recherche d'un peu de chair ou d'un peu d'amour, et ils tournent tous autour de l'obélisque, un peu comme des adeptes d'une secte phallique. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une catastrophe dans ce livre, une catastrophe qui se passe dans une fête de Noctambule, un jour de l'an, un jour de la Saint-Sylvestre, une fête dans l'appartement d'un ministre, Felipe González. Et dans cet appartement, dans la salle de bain, se trouve une collection de parfums dans une étagère en verre magnifique, des parfums qui viennent du monde entier, puisque c'est des diplomates et de toutes les époques. La sœur du narrateur, qui est une sœur qui est devenue schizophrène, qui s'est déclarée schizophrène, elle renverse, elles sont des parfums, elle renverse la tour, et il crée la catastrophe de l'année, la première catastrophe de l'année. Et la maîtresse de maison vire tout le monde. Almodovar, Rosie de Palma qui était dedans, y compris. Et c'est vrai qu'il y a aussi Almodovar, parce que quand on parlait des années 80 et de Madrid, sans qu'il apparaisse. Il y a Almodovar, il y a des punks, il y a des romantiques, il y a de la vodka, il y a de la cocaïne, il y a des fêtes et des fêtes. L'Espagne entière fait la fête, elle oublie vite le temps sinistre de la dictature, et maintenant tout est permis. L'Espagne devient aussi le temple de la consommation, et le Corte Inglés, qui est un grand magasin, commence à ouvrir des nouveaux centres commerciaux chaque mois, dans chaque quartier, dans chaque ville. Et à Moncloa, dans le quartier du narrateur, l'église, la belle église du 19e, bon, elle n'était pas très belle. La jolie église du 19e siècle est détruite et rasée, et le Corte Inglés construit un énorme centre de 10 étages sans fenêtre. Il y a tous les voisins qui viennent comme des moutons à l'église, un peu comme dans les films de Buñuel, comme ça, ils rentrent par les portes. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des morts, il y a la mort de Brejnev, qui avait beaucoup marqué un narrateur, car elle suit la mort de son père. Son père meurt, il y a la mort de Brejnev, il y a la mort d'Andropov, il y a la mort de Tchernenko, il y a la mort de l'Union soviétique. Tout simplement, c'est une suite de catastrophes, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de croyance, en tout cas pour une certaine partie de la population. Il n'y a plus de perspective. Donc, sauf qu'Hippo Madrid, il se finit avec un petit épilogue qui s'appelle 25 ans après, où le narrateur revient, car sa sœur est schizophrène, a un cancer mortel, et pendant 8 mois, il doit faire des allers-retours. Et c'est certainement de cette période que viennent tous ces textes et tous ces souvenirs, de tous ces allers-retours entre Paris et Madrid, visiter la sœur, plus récemment. Donc il revient et il retrouve l'Espagne très évoluée, les rues sont propres. En revanche, sa mère est vieille, les voisines sont tombées dans l'Alzheimer, la démence sénile.
les magasins, les petits bars qu'il connaissait n'existent plus, il n'y a que des magasins de chaussures et de fringues. Et à tout cela s'ajoute la crise de 2007 qui vient tout ravager. Donc il y a des familles entières dans les rues qui dorment à même le sol avec des enfants. Et il y a une vision assez, je ne vais pas dire apocalyptique, mais presque. Donc le narrateur revient, il voit tout ça, puis comprend qu'il faut qu'il reparte vite fait à Paris. Donc il se sauve de Marie. Et c'est la fin.